Evening, and she'll be talking instead about French anthropologist Claude Lévi-Strauss, about whom she's written a monumental and highly acclaimed biography that won several awards, including the Prix Femina, the Prix de la Fondation Martine Aubry, and the French Voices Award. And this book will be available within a couple of months in English translation. So, la semaine prochaine. We missed it by 1 week. We would have wanted to sell copies here, so la semaine prochaine. Her talk tonight explores one of the book's central themes, the view from afar offered by Lévi-Strauss as an observer who offered a critical distance on many of the assumptions and values taken for granted in the modern world, a critical perspective which feels ever more urgent today. Professor Noyer is a university professor in contemporary history at Sciences Po Paris. Specializing in the cultural history of contemporary societies, some of her work has focused on artistic practices and policies. One of her books was Le Théâtre Citoyen de Jean Villard, Une Utopie d'après-guerre, and another written in collaboration with Antoine de Bec was on Le Festival d'Avignon. And other works have focused on exile and the phenomenon of transnational intellectuals, in particular with a book entitled Paris et New York, Intellectuels et artistes en exil, de 1940 à 47. And more recently, she's begun to become interested in the intersection between literature and the social sciences with this new book on Lévi-Strauss. Emmanuelle Royer will be joined by two discussants this evening, two wonderful colleagues in the departments of French and History at Columbia. Emmanuelle Sadat is professor of French and History and also now the Carnoy Family Program Chair of Contemporary Civilization. Her research and teaching interests include the history of the French Empire in the 19th and 20th century, with a focus on the law, and she's the author of Empire's Children, Race, Filiation, and Citizenship in the French Colonies. She's currently at work on two book projects, one a historiographical book reflecting on French and European colonization as a history of the present, and another book project on law and violence in Algeria and France in the 19th century. And second, Camille Robsys is Associate Professor of History and French. Has just come to Columbia. We're very lucky to have her. And her research interests include critical theory, gender and sexuality, the history of psychiatry and psychoanalysis, and legal and political theory. Her first book was entitled The Law of Kinship, Anthropology, Psychoanalysis, and the Family in France, and it won the 2013 Berkshire Conference of Women Historians Book Prize. And she's at work on two current projects, one about the history of institutional psychotherapy, and a second book about the legacy of social Catholicism in contemporary French law. So please join me in extending a very warm welcome to Emmanuelle Royer. And Bonjour, merci, je suis enchantée d'être là parmi vous. Alors, je commencerai mon petit talk par une photo. On y voit Claude Lévi-Strauss qui remonte la Seine de Rouen jusqu'à Paris, en pirogue, en compagnie de pagayeurs indiens Aïda, venus de Colombie-Britannique. Nous sommes allés à l'automne 1989 à l'occasion de l'exposition Les Amériques de Claude Lévi-Strauss, qui se tient au Musée de l'Homme. Cette pirogue fait 18 mètres, elle est en cèdre rouge et elle symbolise l'art de cet art indigène de la côte nord-ouest du Pacifique que Lévi-Strauss aimait beaucoup. Elle remonte la Seine de Rouen à Paris où les rejoint l'anthropologue avant d'être reçus tous ensemble à la mairie par le maire de l'époque qui était Jacques Chirac. Il faut imaginer cette scène. La presse en rend compte partiellement. Durant 6 jours, la Normandie, l'Île-de-France, qui défile devant ces corps indiens sur la rive, les petits Français coiffés de plumes qui disent « Les Indiens arrivent, les Indiens arrivent !» Et enfin, l'arrivée incongrue dans une cité occidentale de la fin du XXe siècle. La puissance politique de cette mise en scène à laquelle se soumet gracieusement Lévi-Strauss tient à la lente remontée du passé qu'elle figure, inversant symboliquement les termes de la découverte, puisque cette fois, ce sont les Indiens qui viennent à la rencontre des Blancs. La terrible rencontre du XVIe siècle, inaugurant pour Lévi-Strauss le cataclysme de la modernité, à savoir la
découverte ou la so-called découverte de l'Amérique est rejouée en inversant les termes. Ce qui a été fait peut être défait. Le passé fait retour dans un présent qui parfois peut être rédempteur. Le fracas de l'histoire, Lévi-Strauss le vit dans sa biographie, épousant un très long XXe siècle. Il est né en 1908 et il est mort en 2009, donc très long. Notamment l'exil pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, où il est proscrit par les lois anti-juives de Vichy. Face à ce fracas, il oppose la science, notamment anthropologie, mais aussi dans un rapprochement audacieux, la mythologie amérindienne et la pensée sauvage, comme mise en ordre, ordonnancement du monde. Si par goût, il est habité par un, ou plutôt par des passés, il les vit moins comme des âges d'or que comme des étincelles pour faire exploser les certitudes d'aujourd'hui. Faire ressortir l'archaïque dans le présent, c'est cela, être contemporain. C'est ce qui ressort des dernières interventions de l'anthropologue dans le domaine des nouvelles parentalités, de l'art, des rapports entre l'homme et la nature. C'est aussi, au-delà des illusions de notre modernité, ce qui dessine l'horizon de ce qu'il va appeler un humanisme véritablement réconcilié. Alors, je disais, le fracas de l'histoire du siècle, divisé au milieu par cette catastrophe du siècle, la Shoah, l'Holocauste, la destruction des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, quel que soit le terme qu'on utilise. Lévi-Strauss dit de façon très iconoclaste aujourd'hui que ces catastrophes arrivent régulièrement dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, lui et les siens vont la subir, comme tous les Français du siècle des Juifs, sans compter les autres évidemment. Sa biographie est donc chahutée par la Seconde Guerre mondiale. Et avant cela, par l'affaire Dreyfus, dont ses parents lui ont parlé. Il ne l'a pas vécu, l'affaire Dreyfus, c'est la fin du 19e, ça vous savez, je pense. Mais cette affaire Dreyfus fait partie de la mémoire familiale. La Première Guerre mondiale aussi, qu'il vit en enfant patriote à Versailles, chez son grand-père maternel, grand rabbin de la synagogue. Alors, cet anthropologue au regard éloigné, il est d'abord un jeune homme qui prend à bras-le-corps son présent, les années 20, puis les années 30, en tentant de l'infléchir par la voie révolutionnaire. C'est un militant socialiste de l'époque, de ce qu'on appelait la SFIO, c'est-à-dire le Parti socialiste, avec des options idéologiques assez radicales, mais qui n'a jamais été communiste. À la fin des années 30, alors que son socialisme a été remplacé et même presque relayé, je dirais, par la quête ethnologique, il revient du Brésil, où il est allé en 1935, il en revient en 1939 pour entrer dans une drôle de guerre qui le mènera finalement sur les chemins de l'exil aux États-Unis, à New York, ici en fait, plus exactement, où il arrive en juin 1941. Là, c'est une photo du capitaine Paul Lemerle, c'est le bateau qui l'a emmené et dont il parle dans Triste Tropique, parce que c'est une sorte de bateau de l'exil où il y avait avec lui André Breton, le révolutionnaire Victor Serge et beaucoup d'autres. Cet exil new-yorkais de 1941 à 1947 est un épisode crucial pour lui, d'ouverture, dont le jeune anthropologue va savoir tirer profit, enrichir sa palette, il va rencontrer tous les anthropologues américains, etc. Palette intellectuelle mais aussi existentielle. C'est aussi sur le moment, bien sûr, une longue angoisse et une séparation douloureuse, notamment avec ses parents. Alors ça, je vous ai mis les fausses cartes d'identité des parents. Vous pouvez voir qu'il s'appelle Lussonnier, c'était un nom clandestin, mais on gardait les initiales, LS. C'est ce que faisaient beaucoup de gens qui se cachaient pendant la clandestinité, comme si on voulait garder une petite forme, les initiales de son nom qu'on devait changer. Et cette modification, amputation patronymique, Lévi-Strauss aussi la ressort à New York parce qu'on lui a dit vous ne pouvez pas garder votre nom à New York parce qu'on confondrait avec les Blue Jeans, Levi Strauss. Alors maintenant vous serez prof L. Strauss.
Dans les deux cas, ce patronyme modifié est une sorte aussi de signe, si vous voulez, de la crise qu'ils vivent de part et d'autre de l'océan Atlantique. Face à cette folie de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, il faut dire aussi, oui, juste que les parents de Lévi-Strauss, bon, ne sont pas morts, mais que tout l'appartement a été vidé, ce qui veut dire que le monde de Lévi-Strauss d'avant 1940 a totalement disparu, il s'est évanoui. Face à cette histoire tragique, Lévi-Strauss oppose finalement la science. Il rejoint l'histoire des sciences, et notamment des jeunes sciences sociales, pour voir dans la science, comme je vous disais, une mise en ordre du monde. Plus généralement, Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, a décrit le processus de connaissance, qui est pour lui une sorte d'émerveillement, une sorte d'épiphanie, où le monde sensible et le monde intelligible se rejoignent. Alors ça, c'est une citation de Triste Tropique, c'est en français, je ne sais pas si... Mais c'est sur la géologie. Pour lui, la géologie est une sorte de modèle, disons, de ce qui peut se passer dans la compréhension lorsque on arrive à comprendre la réalité du réel, d'une certaine façon. Depuis la fin du XIXe siècle, la tradition sociologique française, avec Durkheim, vise à produire une description du monde social comme une totalité, obéissant à des lois qui lui sont propres et invisibles. Lévi-Strauss partage cette vision et la met en œuvre dans son premier gros travail qui va être publié en 1949, Les structures élémentaires de la parenté. C'est un livre monstre, une bibliographie de 7000 ouvrages, un livre qui entend débrouiller le fouillis des coutumes en matière de mariage et d'alliance, y compris les plus aberrantes, apparemment, pour y voir clair, c'est-à-dire pour percevoir des règles que l'anthropologue va tenter de réunifier dans un modèle qui est articulé autour de la prohibition de l'inceste. Mais ce qui compte là, ce n'est pas la règle unique de la prohibition de l'inceste, c'est l'immense diversité des réponses données par les sociétés sauvages, qui est comme une variation rationnelle sur cette règle, puisque à chaque fois il s'agit de vaincre le désir d'endogamie et la nécessité de vivre en société stabilisée. Encore une fois, l'important n'est pas l'unicité de la règle. On dit toujours le structuralisme, c'est trouver les règles universelles. Mais en fait, non. C'est surtout, finalement, cette règle ouvre, oblige à des réponses diversifiées. C'est comme des matrices universelles qui engagent la diversité. On ne prend jamais un conjoint au hasard, même si on l'imagine. C'est au cœur de l'intimité et du choix personnel que Lévi-Strauss pose l'existence de règles sociales inconscientes, comme Freud, plusieurs décennies avant, a tenté de les découvrir dans les rêves. Dans tout son travail, Lévi-Strauss conçoit la quête scientifique comme une recherche des « rules of the game », le grand jeu du monde social, dans l'ordre caché et défait par l'histoire. Cette véritable passion, cette hybris de mise en ordre du réel, s'exprime dans l'un des instruments du laboratoire d'anthropologie sociale qui est créé en 1960 lorsque Lévi-Strauss entre au Collège de France. Alors c'est un peu angoissant, vous voyez, ça fait peur un peu. Ce sont les files, on appelle ça les files. C'est un fichier qui s'appelle Human Relations Area Files. C'est un fichier très connu en anthropologie, publié par l'université de Yale. C'est une sorte de fichier pré-informatique, si vous voulez, qui a environ, à l'époque, on est en 1961 quand la photo a été faite, 2 millions de fiches. Tout ça, ça pèse des tonnes. Les fiches sont codées ligne par ligne à partir d'items présélectionnés qui permettent de rassembler une documentation très rapidement sur tel ou tel problème ethnologique. J'ai mis cette photo parce que, pour vous montrer que l'anthropologie, mais aussi la science sociale au XXe siècle, c'est cette mise en ordre, mais aussi mise en fiche, finalement. Fernand Braudel avait ses fiches. Le fichier est un des éléments de l'anthropologie du travail savant.
Mais par rapport à la science, ce qui est plus intéressant, c'est que ce désir de mise en ordre du monde, Lévi-Strauss le voit à l'œuvre, pas seulement dans nos sociétés occidentales, scientifiques, rationnelles, qui ont conquis une rationalité, mais dans ce qu'il va appeler la pensée sauvage, dans un livre qui fait date en 1962, et qui fait date justement parce qu'il effectue ce rapprochement entre la pensée rationnelle et la pensée sauvage. Au fond, ce qu'il appelle la pensée sauvage, c'est cet appétit de compréhension totale de l'univers par le lexique, ce qu'il appelle des codes, le code des plantes, des animaux, des constellations, des roches, comme le fait de les regrouper, de les opposer, de les distinguer, et qui compose un exercice de pensée. Cette mythologie amérindienne dans son ensemble est saisie par l'anthropologue non pas comme un ensemble de fables sans queue ni tête, mais comme des récits ayant vocation à donner une réponse totale à une série de problèmes qui se posaient aux hommes et qui se posent toujours peut-être. Pourquoi l'alternance du jour et de la nuit? Comment l'un peut naître de deux dans la reproduction? Pourquoi la mort? Quelle est la bonne distance entre les hommes et les femmes? Quelle est la bonne distance entre la terre et le ciel, etc. Dans les 4 volumes qu'il va donner régulièrement durant les années 60 et qui forment ce qu'on appelle les mythologiques, ces sociétés amérindiennes se caractérisent par une immense quête d'intelligibilité. Les mythes expliquent pourquoi, différentes au départ, les choses sont devenues comme elles sont et pourquoi elles ne peuvent pas être autrement. Parce que précisément, si elles changeaient dans un domaine particulier, en raison de l'homologie des domaines, tout l'ordre du monde se trouverait bouleversé. Si tout s'explique chez les Amérindiens, dans nos sociétés, l'histoire est, selon Lévi-Strauss, une sorte de résidu d'intelligibilité, ce qui ne s'explique pas, le « ça a eu lieu » dont on ne peut pas complètement rendre compte. C'est pourquoi s'il aime la discipline historique, et s'il se rapproche d'un certain nombre d'historiens, il ne supporte pas bien les philosophies de l'histoire, généralement implicites, qui sont parfois derrière la production historienne. L'idée qu'il y ait des lois de l'histoire, au sens scientifique, lui semble fausse, d'où une vieille querelle avec les marxistes, avec Jean-Paul Sartre également. Il n'y a pas, selon lui, de loi de développement des sociétés, et il est très difficile de donner naissance aux gros événements. Par ailleurs, il pense que l'histoire, notamment chez nous, par exemple en France, mais ailleurs aussi, qui est enseignée, qui est célébrée aussi, fonctionne essentiellement à la manière d'un mythe. Par exemple, pour nous, le mythe de la Révolution française. Là encore, il va rapprocher d'un geste iconoclaste les mondes occidentaux et les sociétés sauvages. Si on peut dire, tous deux fonctionnent au mythe. Mais pour nous, c'est le mythe de l'histoire, le mythe du changement, le mythe du progrès. Ce progrès, donc, je voudrais rebondir sur ce mot, puisque c'est aussi à travers ce progrès, cette modernité, que Lévi-Strauss exprime un rapport très difficile, très compliqué avec son présent. C'est un savant moderne. Il est moderne au sens où il fait de la science moderne, il est en rupture par rapport dans ses interprétations avec ceux qui le précèdent, et il conçoit un paradigme structuraliste qui apparaît comme un programme fort de la science, qui s'allie avec la linguistique, qui s'allie avec la cybernétique, avec les mathématiques, etc. Et par ailleurs, la science, s'il y a quelque chose qui sauve de notre modernité historique, c'est la science et même la croyance dans la science, qui lui paraît à l'égal de la production artistique une chose belle et digne d'exister. Mais sur tout le reste de notre modernité des derniers siècles, il est très critique. Il est très critique sur la production artistique, notamment, disons, du XXe siècle, c'est-à-dire le moment où l'art moderne, disons, abandonne la figuration. Il pense que cet abandon de la figuration est une dissolution de l'objet, c'est aussi une perte du monde,
elle-même préfiguratrice d'une communication finalement beaucoup plus limitée avec la société, qui n'en comprend plus bien le sens. Toute cette critique, si vous voulez, de l'esthétique moderne est évidemment à comprendre en relation avec la propre relation qu'il a avec l'art dans les sociétés sauvages, qui est au contraire un art qui garantit une emprise du monde et un sens partagé. Donc, critique de la modernité artistique, critique de la modernité historique et aussi politique, puisse, y compris dans ce qu'elle a de plus satisfaisant pour nous, c'est-à-dire la démocratie, les droits de l'homme. Là aussi, Lévi-Strauss est assez sacrilège, car il se fait très tôt, dans les années 50, le critique de ces presque sacrés droits de l'homme, apanage d'un humanisme qui a constitué le règne des hommes en règne séparé. Et lui, dans un texte d'ailleurs des années 70, dit non, il faut abandonner les droits de l'homme, il faut promouvoir une charte universelle des droits du vivant. Donc ça, c'est un texte de 1976. Vous voyez que les droits du vivant, c'est-à-dire où le règne humain ne serait pas séparé du règne animal, du règne végétal, où ils devraient cohabiter, comme dans les mythologies, comme dans les mythes amérindiens. Un chasseur indien, par exemple, ne peut se livrer à une razzia et tuer impunément des animaux en dehors de ceux nécessaires à son alimentation. Parce que, d'une manière ou d'une autre, il sera châtié. C'est bien cette harmonie, cet équilibre entre les différentes formes du vivant que la société moderne a détruit. Et donc, au fur et à mesure, Lévi-Strauss, ah oui, ça c'est la vannerie. Lévi-Strauss exprime un rapport de plus en plus critique vis-à-vis de la modernité qu'il rejette. Il dit, cette citation assez compliquée et alambiquée, mais amusante aussi, dans ce que nous nommons progrès, il y a 90% d'efforts pour remédier aux inconvénients liés aux avantages que procurent les 10% qui restent. Bon. Au contraire, les sociétés sauvages mettent en pratique un effort démesuré, surprenant pour un esprit moderne, pour résister à la transformation. Ce qui ne veut pas dire que ces sociétés n'évoluent pas du tout, elles évoluent, elles bougent, mais elles aimeraient mieux ne pas se transformer. Cet éloignement du regard amène Lévi-Strauss à sortir du régime d'historicité de ses contemporains. Contrairement à eux, ils ne valorisent pas le changement, redoutent la disparition et aspirent à une forme de conservation. L'accélération des temps et des rythmes sociaux lui semble le grand danger, allant de pair avec l'intégration générale d'une humanité une mais aussi uniforme. Cette manière de poser et de décaler les problèmes est proprement politique, même si, ou plutôt parce qu'elle subvertit les catégories de la politique classique, progrès, gauche, droite, réaction, réforme, révolution. Lévi-Strauss, je crois, est un réactionnaire, si on veut, dans la mesure où il prône un retour à, même s'il sait que ça n'est pas possible, mais ce n'est pas... Il ne veut pas retourner à l'ancien régime, comme on dit en France. S'il prône un retour, ce serait un retour au néolithique. Vous voyez que, comme il s'en ouvre dans une lettre à Raymond Aron, à la suite de Triste Tropique, il dit « Le salut de l'homme lui consistait à refuser à temps ce rôle d'objet ou d'agent. Il manque du changement, en fait, objet ou agent du changement. Si vous à choisir le néolithique, si vous me permettez cette simplification. » C'est donc une sorte de radical néolithique, ou réactionnaire néolithique, comme vous voulez. Cette fatigue du progrès qu'analyse Lévi-Strauss et que nous vivons, je crois, aujourd'hui avec une cruelle intensité, il la pointe grâce à sa façon de n'être pas de son temps. C'est une des façons d'être contemporain. Utiliser les strates des passés qui nous hantent
non pas comme des refuges, encore que, pourquoi pas, non pas pour cultiver notre mélancolie, mais pour transformer, faire exploser nos stéréotypes et peut-être nos intimes certitudes. Je voudrais insister pour finir sur la fonction vraiment politique de ces passés et de ces ailleurs, qui nous rappellent que les sociétés passées, les sociétés sauvages, ont fourni des réponses à des problèmes qui sont encore les nôtres. Lorsqu'il parle, par exemple, alors, ça, on peut le documenter parce que un certain nombre d'articles où Lévi-Strauss s'exprime ont été réunis de façon posthume. Donc on a découvert ces textes assez récemment. Ça a été publié en français, je ne sais pas si ça a été publié en anglais. Nous sommes tous des cannibales. Si, je ne sais pas si ça a été publié en anglais, non. Eh bien, de quoi est-ce qu'il parle là-dedans? Eh bien, il parle de l'actualité, donc c'est des textes des années 80-90, de l'actualité la plus brûlante, la procréation artificielle, les nouvelles parentalités, les maladies épidémiques, les rapports avec les animaux, tout ce qui constitue notre aujourd'hui, vraiment. Ce titre, Nous sommes tous des cannibales, exprime un geste profond de la politique lévi-straussienne, visant à résorber le double grand partage de la modernité entre eux et nous, hein, et aussi entre la nature et la société. Par exemple, lorsqu'il parle du traitement de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou de l'épidémie des vaches folles, de ce qu'on appelle l'épidémie des vaches folles, avec la maladie de Creutzfeldt-Jakob qu'on soigne par une greffe, la greffe comme ingestion, et les vaches qui sont transformées par les hommes en cannibales, puisqu'on leur donne à manger de la farine animale. Ce n'est pas pour nous faire horreur, pas du tout, mais au contraire pour démystifier et banaliser le concept de cannibalisme, qui au fond est toujours une catégorie ethnocentrique, et transformer donc ce cannibalisme en cannibalisme élargi. De même, avec les problèmes de procréation artificielle, je voulais juste vous mettre une citation. Je ne vais pas vous parler j'ai pas le temps, mais je voulais vous montrer cette citation sur quelque chose de très d'aujourd'hui, sur la viande, l'alimentation carnée. Est-ce qu'il faut manger de la viande ou pas, etc. Lui, tout le monde pensait qu'il était végétarien parce qu'il était assez maigre depuis pas mal de temps, mais en fait il ne l'était pas, mais il prône, disons, une alimentation de la viande, mais plus rarement, et surtout en ayant conscience que quand on mange de la viande, on mange en effet, on ingère un être vivant. Là je suis en train de commenter la citation, là, et que donc on doit la manger en ayant un peu peur, en fait. C'est ce qu'il dit, comme dans les repas cannibales, il s'agit à la fois de communier avec les ancêtres et de s'incorporer à ces risques et périls. Il y a des risques, hein, à ces risques et périls, la substance dangereuse d'êtres vivants extérieurs qui furent ou sont devenus des ennemis. Avec les problèmes de procréation artificielle qui font l'actualité de notre aujourd'hui aussi, l'insémination artificielle, le don d'ovules, le prêt ou la location d'utérus, la congélation d'embryons, la fécondation in vitro avec spermatozoïdes provenant du mari ou d'un autre homme, ovules provenant de la femme ou d'une autre femme. Il écrit en 1986 « Les enfants nés de telles manipulations pourront donc, selon les cas, avoir un père et une mère, comme il est normal, ou une mère et deux pères, deux mères et un père, deux mères et deux pères, trois mères et un père, et même trois mères et deux pères, quand le géniteur n'est pas le même homme que le père, et quand trois femmes interviennent, celle donnant un ovule
celle prêtant son utérus et celle qui sera la mère légale de l'enfant. Il n'y a pas là matière à dérouter l'ethnologue. Sur tous ces sujets, il y a beaucoup à dire, car les sociétés qui l'étudient, bien que, bien sûr, ne maîtrisant pas les techniques de procréation artificielle, en ont produit ce qu'il appelle des équivalents métaphoriques, pour régler, au fond, parfois les mêmes problèmes, et notamment, par exemple, les problèmes de stérilité. D'une certaine façon, les ethnologues sont même les seuls à ne pas être complètement désarmés devant les nouvelles réalités de la procréation artificielle permise par la science. Pourquoi? Parce que, répond Lévi-Strauss, les peuples étudiés par les ethnologues séparent le plus souvent la paternité biologique de la paternité sociale. Ils bricolent, ça c'est un terme très lévi-straussien, bricoler, leur propre montage de parenté avec beaucoup d'inventivité. Enfin, l'engendrement et la filiation sont distincts et beaucoup de ces sociétés ne cherchent aucunement la vérité biologique, si vous voulez, de l'engendrement, sur l'engendrement. De toute façon, aussi bien ils la chercheraient qu'ils ne pourraient pas les moyens techniques, contrairement à notre société qui en est très obsédée. Donc, Lévi-Strauss, notre contemporain, au sens où contemporain veut dire inactualité, déphasage, relation compliquée, difficile avec son présent. À quelques années juste avant sa mort, dans un des derniers textes qu'il a fait, qui était à l'UNESCO, il étonne, une fois encore, en professant un optimisme modéré. Ce n'était pas quelqu'un de très optimiste, hein, il était quand même assez pessimiste, on va dire. Il fait sienne la théorie du philosophe du XVIIIe siècle, Giambattista Vico. Ce que dit Vico et ce que reprend Lévi-Strauss, c'est l'idée que l'histoire des sociétés humaines, elle refait le chemin, toujours le même, elle affronte les mêmes problèmes, mais chaque période refait le chemin par des voies différentes. C'est ce que Vico appelle des corsi et ricorsi. Et Lévi-Strauss va être très enthousiaste de découvrir à la fin de sa vie ce Vico, parce que c'est une sorte d'histoire en spirale, si vous voulez. Hein. C'est une histoire en spirale qui lui convient, car elle réconcilie l'histoire linéaire et l'histoire cyclique. Linéaire et cyclique, ça fait une sorte de spirale. La finitude et l'entropie du monde, son uniformisation prévisible, peuvent aussi parfois desserrer leur étreinte, comme le montre une petite histoire historique que raconte Lévi-Strauss. Ça se passe dans le dernier quart du XIVe siècle et la première moitié du XVe, sous l'impact d'échanges croissants et d'un réseau de marchands et de collectionneurs, règne dans toute l'Europe un style gothique international. Ce style gothique international, on voit ce que c'est, la déformation du corps humain, surabondance de parures, fascination morbide. Cet état d'indistinction, dit Lévi-Strauss, c'est une citation là, loin de s'étendre, fut le milieu d'où surgirent et divergèrent, tout en maintenant des contacts, les écoles de peinture flamande d'une part et italienne d'autre part, soit les formes les plus accusées de la diversité que connut l'art occidental. Autrement dit, de cette, je dirais, enfin, c'est comme ça que j'interprète, le pire de l'uniformisation, de la mondialisation n'est jamais sûr. De nouvelles forces de différenciation peuvent briser cette uniformité. Et donc je laisserai pour terminer la parole à Lévi-Strauss sous une forme de pirouette qui va être une sorte de pari pour mon traducteur, qui conclut en disant, une expression très française, on dit de deux choses l'une et c'est toujours la troisième. L'idée que l'avenir est imprévisible car il résiste justement à toutes les philosophies de l'histoire. Voilà, merci de votre attention.
I'm going to speak in French because I prepared my comments in French. I'll make sure that it was English. Okay, great. D'abord, merci pour cette conférence, merci pour ce livre, merci à tous d'être avec nous pour cette semaine des historiennes. Je ne sais pas si j'ai vraiment une question pour vous. Pour toi, Jean, ça va. En fait, il y a une question derrière des commentaires, mais j'ai surtout un commentaire qui peut-être appelle une question. En fait, je suis tentée d'appeler, mais de donner comme titre à mes observations Emmanuelle Noyer, biographe contemporaine. Et ma question, c'est sur comment on fait une biographie aujourd'hui. C'est un genre ancien, archaïque, pas complètement néolithique, mais un genre effectivement moderne au sens de la modernité, de early modernity, comme on dit en anglais. Un genre qui n'est plus contemporain, un genre qui est marginalisé en histoire, qui a été marginalisé d'abord par l'histoire sociale, mais aussi, je crois, par l'histoire culturelle qui a suivi, et même par la micro-histoire, qui cherche rarement à saisir le fil d'une vie, mais qui se concentre, quand on regarde des grands livres de micro-histoire, qui se concentre souvent sur un moment, sur le moment d'une tranche de vie, dans toutes ses ramifications, je dirais, horizontales. Donc ma question, que je pose maintenant, que je repose à la fin, c'est quelle est votre théorie de l'histoire quand on fait l'histoire de l'individu? J'ai l'impression que vous êtes comme Lévi-Strauss, très rétive à l'idée d'avoir une théorie de l'histoire. Mais je me demande si refuser la théorie d'avoir une théorie de l'histoire, c'est pas déjà avoir une théorie de l'histoire. Donc, j'aimerais un peu tirer les fils de votre théorie de l'histoire. Donc, ça commence avec Foucault, et ça commence pour moi avec, au début de votre biographie de Lévi-Strauss, une épigraphe, la première, l'épigraphe de l'introduction, qui dit que Lévi-Strauss, c'est Lévi-Strauss qui parle, dans un entretien de 1983, qui dit « J'aurais aimé, une fois dans ma vie, pleinement communiquer avec un animal. » Et ça m'a rappelé une remarque qui est au début de la biographie de Foucault par Héribon, et un moment qui m'a toujours, qui m'a énormément impressionné quand j'ai lu cette biographie, qui m'est toujours resté en tête, c'est le petit Foucault que sa maman, donc à Clermont-Ferrand, avait emmené à l'aquarium. Et Michel Foucault, alors, je sais pas, 7-8 ans, regarde les poissons et dit « Que pensent les poissons ?» Et sa mère, à ce moment-là, elle sait qu'il serait philosophe. Et il ne pose pas la question « Est-ce que les poissons pensent ?» Il ne pose pas la question « Comment les poissons pensent ?» mais « Que pensent les poissons ?» comme un prélude peut-être à « Que pensent les hommes ?» Et cette épigraphe de Lévi-Strauss, qui date de 1983, c'est-à-dire un an avant la mort de Michel Foucault, ce désir de communiquer avec l'animal qui est une constante dans sa vie, vous décrivez très bien, de façon intéressante à plusieurs moments, les singes au Brésil, les perroquets qui volent dans le bureau parisien de Lévi-Strauss. Il y a une communauté là d'intérêt sur d'un désir de communiquer au-delà de l'humanité, peut-être pour tester l'universalité, la spécificité, mais aussi la contingence de ce que pensent les hommes. Donc je vais filer un peu cette comparaison parce que ça m'a tellement frappé, cette communauté au début de ces deux biographies, et comparer peut-être les façons dont les théories de l'histoire de Foucault, ou les façons dont Foucault pense l'histoire, et ce que vous faites à l'histoire de cet homme Lévi-Strauss. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savez, chez Foucault, il y a il y a eu de façon très schématique, il y a eu deux grands moments dans l'histoire du développement de son œuvre. D'abord, une réflexion sur l'archéologie, les traces, les contemporanéités justement de l'archaïsme, les traces des systèmes à la fois de pensée et de gouvernement qui sont restés comme des traces archéologiques, géologiques peut-être, je dirais Lévi-Strauss, et à partir du début des années 70, un tournant à la généalogie et un intérêt au contraire
pour les surgissements de la contingence, les ruptures et les crises. Et moi, j'ai observé dans vos biographies cette même dualité. Il y a une archéologie. Vous vous intéressez comme une archéologue aux lieux, aux traces matérielles et symboliques. Je ne vais pas le temps de revenir sur tous les détails parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Les traces donc matérielles et symboliques des institutions, mais aussi des dettes intellectuelles. Vous parlez souvent, il y a la figure du retour qui vient quand Lévi-Strauss, par exemple, fait un retour critique sur l'œuvre de Mauss au début des années 50. Et en même temps, à côté de cette archéologie, comme Lévi-Strauss, vous refusez très clairement vous refusez très clairement toute théorie de l'histoire. Il n'y a pas de télos dans votre biographie, il n'y a pas de nécessité. Au contraire, il y a des ruptures, il y a un accent qui est mis sur les ruptures entre les différentes périodes de la vie de Claude Lévi-Strauss, comme le faisait d'une certaine façon Michel Foucault quand il parlait des ruptures entre différents épistémés ou entre différents moments d'organisation du pouvoir. Aucun moment d'illusion biographique, comme dirait Pierre Bourdieu, pas de fil d'un destin, de l'accomplissement d'une œuvre dans votre travail. C'est extrêmement remarquable pour une biographie. Vous tenez 850 pages sans fil, sans télos, sans illusion biographique. Et la façon dont vous tenez, c'est qu'il y a une écriture remarquable, extrêmement littéraire, extrêmement travaillée, qui permet de faire tenir cette unité. Et donc, reçu d'une cohérence générale qui laisse la place au surgissement des contingences, des crises, des métamorphoses, mais aussi des choix personnels que fait Lévi-Strauss à différents moments, des moments de crise dans sa vie. Et un des indicateurs, je crois, de cette absence d'illusion graphique, cette volonté de ne pas produire une cohérence dans une histoire personnelle qui n'en a pas, c'est le nom. Qu'est-ce qu'il y a de plus marqueur par excellence de l'identité que le nom? Et vous vous amusez, vous travaillez beaucoup sur le nom de Lévi-Strauss. Donc vous nous expliquez qu'effectivement il change de nom à New York à cause des jeans. Il est obligé de devenir Claude L. Strauss, right? Non pas Claude J. Strauss. Mais aussi de façon, comme je ne connais pas très bien la vie de Lévi-Strauss, je la connaissais pas avant de lire votre livre, j'étais très très frappée par ce moment-là, le moment où Lévi-Strauss change de nom. Parce qu'en fait, son prénom c'est Lévi, enfin, son nom légal c'est Lévi, et devient Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'il accole le nom d'un de ses d'ailleurs très, très éloigné, à la lignée paternelle, c'est ça? Oui. Et c'était très, ça montre bien que cette identité, les lignages, la parenté n'est pas aussi stable que ça, puisqu'on peut se réinventer là. À ce moment-là, Lévi-Strauss, donc celui qui parle des structures de la parenté, à quel point elle pèse sur les individus, à peu près au même moment, il se choisit une autre parenté en changeant son nom et en référant un nom qui n'était pas le sien, et donc un lignage qui n'était pas entièrement le sien. Donc il y a cette dualité dans votre travail, l'archéologie et la généalogie, et en même temps, il y a un désir très sensible de faire une biographie totale, au sens où Marcel Mauss pense par du fait social total. La cohérence qui lie les différents chapitres, les différents événements ensemble, c'est pas celle d'un milieu. Quelquefois, on fait la biographie de quelqu'un pris dans son milieu. C'est pas celle d'un paradigme scientifique. C'est pas l'histoire du structuralisme, de la notion de structure. C'est pas l'inscription dans une classe sociale qui serait les intellectuels français ou les intellectuels français israélites, comme on disait à l'époque, etc. Mais la cohérence qui vient du croisement de 1000 faits qui ont fait une vie. Vous avez vu le fichier là de Claude Lévi-Strauss. Il y a un fichier chez Mme avec 2000 tonnes de petites fiches sur Claude Lévi-Strauss. Vous avez fait une synthèse, comme Lévi-Strauss s'empare de la matière de tous les faits de citation auxquels vous pouvez penser. On a l'impression que vous êtes comparé des millions de faits qui ont fait la vie de Lévi-Strauss pour les coudre ensemble. C'est une œuvre d'une infinie description, une attention aux détails extraordinaire, d'une érudition fascinante. Et c'est pour ça que je parlais de biographie totale, parce qu'on voit passer toutes les institutions, mais aussi
toutes les dimensions de la vie de Lévi-Strauss et tous les chemins qui se sont présentés à lui à des moments, tous les chemins qu'il aurait pu prendre, qu'il n'a pas pris dans des moments de crise. Et il me semble que ce souci de faire une biographie totale, ce souci de description totale, est lié justement à votre refus d'une théorie de l'histoire. C'est très sensible chez Mauss, je ne vais pas tout développer, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Refusé aussi chez Marcel Mauss, qui est essentiel dans le développement de la pensée de Lévi-Strauss, refuser une évolution, par exemple, de ce qu'il appelle de l'intérêt, des eaux glacées du capitalisme qui ne se trouvent pas dans une théorie marxiste de l'histoire, mais qui se trouvent dans la contingence, par exemple, la contingence pour lui de l'invention par le droit romain de la séparation des choses et des hommes. Et dans ce foisonnement de détails, dans cette description extrêmement attentive et presque totale, en fait, ce qui ressurgit, c'est un refus, je crois aussi, d'expliquer le cheminement des individus par des causes externes, uniquement des déterminations sociales, historiques, mais aussi de comprendre, de laisser une certaine place aux subjectivités. Et par exemple, chez Marcel Mauss, dans son essai sur le don, il y a un moment où il explique qu'il veut laisser aux Maoris, qu'il aimerait bien entendre les Maoris parler et comprendre ce que les Maoris disent sur la couleur, sur le système d'échange. Et j'ai trouvé très intéressant dans le titre de voir qu'en fait, Lévi-Strauss, au-delà de sa volonté d'établir des structures élémentaires inconscientes aux individus, il y a aussi un intérêt pour la biographie. À un moment, vous expliquez que Lévi-Strauss lui-même voudrait avoir des biographies des Indiens qu'il observe et comprendre ce que fait pour eux la culture, comment ils sont transformés, ils sont faits par leur culture, comment ils sont produits comme individus de leur point de vue. Donc, pour résumer, votre travail de biographe, il est tout le temps, je crois, pris il navigue. À la fois, vous refusez l'ordre des causes, du déterminisme. Vous naviguez sans cesse entre une archéologie et une généalogie. Vous êtes sensible à la concrétude des vies, à la faiblesse des déterminations, au surgissement des contingences et des crises. Et je me demandais si finalement, ce n'était pas ça qui faisait de vous une biographe contemporaine. Merci. Donc merci à Chani pour l'invitation et merci Emmanuel pour ce livre et la conférence, c'était vraiment très intéressant. Moi je voulais revenir sur deux points, en fait, poser trois questions. Le premier point c'était sur la question de la science de Lévi-Strauss, cette idée d'une mise en ordre du monde, l'idée de trouver en anglais les glucose et donc l'exemple que vous nous donnez, c'était cette photo merveilleuse des Human Relations Area Files. Mais je me demandais si en fait vous pourriez parler un peu plus du structuralisme en tant que méthode pour Lévi-Strauss. Parce que en fait, ma lecture des structures élémentaires de la parenté, c'est vraiment pour moi c'est une espèce de manifeste structuraliste. Il y a vraiment une ambition disciplinaire du livre. Donc comme vous nous rappelez, Lévi-Strauss s'est exilé à New York pendant la Deuxième Guerre mondiale à cause des lois raciales du régime de Vichy. Et c'est à New York qu'il découvre la base de données empiriques extrêmement riche de la New York Public Library. Mais aussi, c'est à New York qu'il découvre, et vous en parlez dans la biographie, l'anthropologie américaine. Ici même à Columbia, avec quelqu'un comme France Boraz, mais aussi ses étudiants, par exemple Ralph Linton, Ruth Benedict, Alfred Kroger, Robert Lowy. Et d'ailleurs, je crois que c'est intéressant que Lévi-Strauss dédie les structures élémentaires de la parenté à Lewis Henry Morgan, qui est le père, si on veut, de l'anthropologie américaine. Et donc, Lévi-Strauss dit souvent dans ses entretiens que pour lui, l'anthropologie américaine
ce qui l'intéresse surtout, c'est une espèce de base de données empiriques qui ne trouve pas en France. Et ça l'intéresse beaucoup. Maintenant, du côté français, évidemment, comme vous le rappelez, il y a tout cet héritage de la pensée sociologique française qui passe par Durkheim, par Mauss. Et c'est une école française qui s'est intéressée à l'idée de trouver les faits sociaux, comment on dit en français, le total social facts, les faits sociaux totaux. Donc essayer de trouver justement ces règles du jeu, comment la société marche dans son ensemble. Et donc je crois, et finalement il y a un troisième courant, si on veut, qui intervient, c'est l'histoire de l'anthropologie française. Parce que Mauss s'appelle un ethnologue, se caractérise comme ethnologue, non pas comme anthropologue. Et je crois que c'est en partie parce que l'anthropologie française, qui est d'ailleurs assez en expansion pendant le 19e siècle, je pense par exemple à la Société d'anthropologie ou l'école d'anthropologie qui ont été créées au 19e siècle. L'anthropologie en France est quand même très proche du colonialisme et vers la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, la discipline anthropologie se déplace de plus en plus vers la droite, jusqu'à pendant le régime de Vichy, plusieurs des membres par exemple de l'école d'anthropologie, dont Georges Montanjon, peut-être l'exemple le plus important, déclarent leur alliance au régime de Vichy. Donc le terme anthropologie en France avant Lévi-Strauss, il me semble, est aussi une certaine connotation politique. Donc, en fait, je crois que Lévi-Strauss arrive un peu à l'intersection de ces trois courants, l'anthropologie française, l'anthropologie américaine et l'ethnologie française, ou la sociologie française, si on peut. Et je crois que donc, par exemple, dans les structures élémentaires de la parenté, il y a vraiment une ambition de dépasser ces trois courants et de proposer quelque chose de nouveau, de faire une nouvelle discipline. Et je crois qu'en effet, comme vous dites, c'est une espèce de mise en ordre du monde. Et je crois que c'est ça qui explique l'ambition quand même qui est assez surprenante du livre. Enfin, Lévi-Strauss commence son livre en disant voilà, je vais vous donner la réponse au problème de la division entre la nature et la culture. C'est la question, il dit, que toute la sociologie française et aussi, si on veut, toute la philosophie occidentale s'est posée, et c'est moi qui vais vous donner la réponse dans ce livre. Donc c'est déjà, ça commence. Moi je trouve qu'il le tient comme ça. Et après, il dit il n'y a pas de raison de ne pas avoir une mission théorique tout en ayant des fondements. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Non, c'est-à-dire que lui, il essaie justement de trouver de répondre à ces questions sur un terrain empirique, mais la question est quand même une question ambitieuse. Donc c'est bien cette question de mise en ordre du monde. Alors donc tout ça pour poser la question en fait de... et donc c'est pour ça qu'il se tourne justement vers le structuralisme linguistique, où il trouve une solution qu'il n'avait pas trouvée dans d'autres disciplines, et la possibilité de penser justement cet ordre. Donc en fait, la question c'était, ça m'intéressait quand vous parlez du fait que l'unicité de la règle pouvait entraîner une multiplicité des arrangements. Je voudrais vous poser un peu... C'est pas qu'elle pose, c'est qu'elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Donc ça, je voudrais vous demander de développer un peu, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, et je vois... Enfin, c'est difficile de voir dans le livre, enfin, si vraiment ce qui intéresse c'est les multiplicités des arrangements, pourquoi insister sur l'unicité de la règle? Enfin, je trouve que c'est un peu profond. Et deuxième question, pourquoi ne pas dire par exemple, bon voilà, la prohibition de l'inceste se passe différemment selon les cultures, selon les époques, une réponse historique. Pourquoi une réponse structuraliste qui essaye justement de trouver cette unicité de la règle? Donc ça c'est la première question. La deuxième question, c'est une question sur le politique chez Lévi-Strauss. Et c'est quelque chose aussi dont vous venez de parler, qui moi m'a toujours intéressé, le fait que Lévi-Strauss était quand même assez actif dans la politique socialiste avant la guerre, il était membre de la SFIO. Et dans tous ses entretiens, il dit qu'il abandonne la politique après 1945 et qu'il ne s'intéresse vraiment pas à ça. Donc moi je ne connais pas ce recueil, mais ça m'intéressait beaucoup. Mais justement de voir pourquoi c'est quand même une époque qui il est exilé en États-Unis à cause de sa judicialité, et c'est justement ce moment où il dit je arrête de m'intéresser à la politique à cette époque. Donc j'aimerais bien
revenir sur la question du politique et comment peut-on penser la différence d'une certaine façon entre la politique et le politique chez Lévi-Strauss aussi. Parce qu'il me semble encore une fois que ça revient à cette question de l'unicité de la règle. L'unicité de la règle, c'est une manière aussi de penser le politique. C'est qu'est-ce qui donne sens à l'ensemble de la société. Et la dernière question, c'était aussi sur le processus biographique. Moi, j'aimerais beaucoup vous entendre parler sur comment vous avez écrit la biographie de quelqu'un qui était assez ouvert sur le fait que il était très privé, et donc comment faire la biographie de Lévi-Strauss et comment penser par exemple par exemple les sources que vous avez utilisées, je vous en parler, les sources en parler dans la biographie, mais on va parler un peu pour le public, et puis comment penser historiquement quelqu'un qui justement, je pense, essayait de trouver une théorie qui n'était pas nécessairement historique, qui essayait de penser au-delà de l'histoire, cette idée du pluralisme justement, essayer de penser, non pas historiquement, mais plus sur quelque chose qui puisse tenir dans une règle du jeu justement. Merci beaucoup, merci pour vos deux lectures et je vais essayer de répondre, mais peut-être pas à tout, parce que chaque fois, c'est quand même pas des petites questions. Quand même. Alors, peut-être, il y a plusieurs. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a un peu deux dimensions. Il y a une dimension, disons, sur la fabrique du genre biographique, et puis ensuite sur le structuralisme, la politique. Alors, je suis tout à fait en désaccord avec Manuel, parce que, en désaccord amical, non, sur le genre, vous avez raison, sur le genre biographique, il est très ambigu, parce qu'il est considéré, c'est un genre dévalorisé sur le plan savant, mais, en tout cas en France, c'est toujours vrai, mais je veux dire qu'on a eu quand même le Saint-Louis de Le Goff, il y a eu un certain nombre d'écrits qui font que je plaiderais que la biographie est au contraire le laboratoire. Bien sûr, il y a des tas de biographies, ça dépend de ce qu'on appelle une biographie, mais la biographie peut être aussi le laboratoire justement d'une façon, d'une micro-histoire en réalité, parce que c'est ça dont il s'agit. Parce que la micro-histoire, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste s'intéresser à un individu, c'est le fait de pouvoir documenter de façon très touffue, très précise, très dense, une façon de vivre, de fonctionner, de penser d'un individu, c'est voir comment, à un niveau micro, comment l'implication des causes est différente qu'au niveau macro. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que le changement d'échelle, on peut raisonner en histoire sociale, en classe, en groupes sociaux, etc. Là, on essaie de voir au niveau d'un individu comment se croisent justement les différentes... tout ce que vous avez dit, en fait, la psychologie, l'histoire de la discipline, et même la contingence, en fait. Et donc, c'est quand même... la micro-histoire et celle que vous me dites, on dirait qu'il n'y a pas de télos. Bah non, il n'y en a pas, parce que justement, sinon ce serait de la biographie en cette manière. Ce serait, il est né, à 5 ans déjà, il avait la vocation, etc. Bon, d'accord. Mais non, justement, c'est pas comme ça, parce que par exemple, le moment le choix de l'ethnologie, par exemple, pour expliquer ça, on peut dire plein de choses. Ça amène à tirer plein de fils. On peut dire que il pourrait faire la révolution, comme son cousin Paul Misant, c'est-à-dire être communiste. Il pourrait aller en Allemagne faire de la phénoménologie, parce que c'est une autre manière de dépasser la philosophie qu'il faisait. Et puis, il y a une troisième voie qu'a déjà employée un de ses condisciples, c'est l'ethnologie. Partir de grands tailleurs, etc. Bon, là, on voit très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il va choisir l'ethnologie? Ça nous amène à faire l'histoire du Parti socialiste, du communisme. Qu'est-ce que c'est que l'ethnologie au début des années 30? Donc, si vous voulez, à chaque fois,
finalement réexaminer ces notions qui sont des notions un peu triviales, et tout ça. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que, en fait, j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais dire. Une des choses que moi je trouve intéressant, c'est justement que vous ne raisonnez pas en termes de cause, de causalité, plus de raison, d'ouverture des possibles à un certain moment, des raisons que les gens se donnent pour faire des choses. Et justement, le choix de l'idéologie, c'était un passage que j'avais sélectionné pour être particulièrement intéressant dans votre façon de présenter les choses, parce qu'évidemment, il y a tout ça. Il y a aussi son athlétique, comment vous dire, pour le sport de la montagne, il y a aussi le rapport à la nature. Le rapport à la nature, le fait que pour lui la connaissance c'est aussi le merveilleux. C'est un rapport aux choses merveilleuses. Enfin, il y a des pages très intéressantes sur sa façon de. Ce qui le motive en fait quand il apprend des choses. Il y a aussi des mauvaises raisons. Vous parlez des mauvaises raisons, en fait ça m'embête de retourner enseigner au lycée. Il a fait un an au lycée et il n'a pas envie de retourner enseigner dans un lycée de province à philo avec des garçons de terminale. Donc, et puis il y a aussi la contingence du fait que à Sao Paulo, il y a ce programme d'échange avec la France et compatriotes. Je trouve que c'est remarquable la façon dans ce moment qui est un moment essentiel dans la vie de Lévi-Strauss et pour l'histoire de l'anthropologie française et pour l'histoire des sciences sociales. On n'a pas fini avec Lévi-Strauss au Brésil. C'est tout ce faisceau de causes qui correspond. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, et vous parlez d'archéologie, de généalogie, mais je dirais que j'ai fait un peu de l'ethnographie finalement de la vie savante, l'ethnographie de l'ethnologue, et c'est vrai que l'ethnologue doit être attentif aux détails, l'historien aussi, tous les détails comptent, ça ne veut pas dire que c'est total, ni exhaustif, pas du tout, mais ça veut dire qu'il y a des détails qui font sens, et il ne faut pas les manquer, et je pense qu'en effet, j'ai pu le faire, et là je reviens à une autre question, parce que j'avais des archives, c'était du pain béni pour moi d'une certaine manière, j'avais beaucoup d'archives déposées par Lévi-Strauss à la Bibliothèque nationale, des belles archives qui font envie à l'historien, de la correspondance, des carnets d'expédition, des préparations pour des manuscrits, c'est des photos, évidemment, les photos aussi. Donc tout ça, c'est aussi ça qui évidemment permet de déployer un petit peu aussi la richesse du monde sensible. Je pense que ça, c'est une autre chose que me permettait la biographie, c'est qu'on dit toujours Lévi-Strauss, c'est un philosophe qui fait de l'ethnologie. Bon, il y a eu tout un... Mais d'abord, il suffit de lire Tristotropique pour voir que c'est pas ça. Et de lire tout simplement Lévi-Strauss pour voir à quel point, au contraire, pour lui, faire de l'anthropologie, c'est une réconciliation du monde sensible et du monde intelligible, très clairement, à travers le déploiement à la fois de l'odorat, de l'ouïe, du goût. Hein, c'est quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est pas une biographie intellectuelle, en fait, pas du tout. C'est pas tellement l'histoire des idées. J'ai voulu faire une biographie où tout résonne, quoi. Où il y a, comme un ami m'a dit, je vais prendre la formule, il y a des concepts et des recettes de cuisine. Et ça circule, alors peut-être c'est une folie, mais c'est vrai que c'est... Et quelque part, je me suis peut-être lévi-straussisée, c'est vrai, dans cette caisse de résonance entre les recettes. Je dis les recettes parce que, pour vous amuser un peu, c'était quelqu'un qui était très gourmand et il était obsédé par la bouffe. Extrêmement sophistiqué, mais évidemment comme ethnologue aussi très intéressé, l'entrée dans une société, dès qu'il va quelque part, il va au marché par exemple, c'est une des entrées très efficaces en termes de connaissances dans notre société. Bon, il ne faut pas que Et puis, alors, sur le structuralisme, bon,
il y a tout ce récit du structuralisme, etc. En fait, aujourd'hui, on considère que le structuralisme lévi-straussien, il est beaucoup plus dans les mythologiques que dans les structures élémentaires de la parenté, où il est revenu là-dessus beaucoup. Il a changé, il a un peu changé d'idée sur cette opposition nature-culture. Il a nuancé ça. Le vrai structuralisme, il est plutôt dans les mythologies, qui met au cœur de l'affaire, non pas la règle, mais la notion de transformation, d'écart différentiel. Ce qui l'intéresse, c'est en effet comment les sociétés, finalement, la diversité répond de façon différentielle à un certain nombre, en effet, de ces matrices que sont la parenté, les mythes, la cuisine, etc. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui... Ce qui l'intéresse, c'est la différenciation, c'est la diversité. C'est vrai qu'il y a une sorte d'horreur et d'angoisse de l'uniformité. Pour lui, le principe de différenciation, c'est ça qu'on doit conserver en tant qu'être humain. C'est ça qui ne doit pas disparaître, quels que soient les contenus de ce qu'il y a dedans. C'est la logique de différenciation. C'est ça qui l'intéresse. Et c'est vrai que lorsqu'il est, parce qu'à un moment donné, il travaille à l'UNESCO, il est au conseil de l'UNESCO, et il ne s'agit pas, si vous voulez, de patrimonialiser toutes les cultures, les unes et les autres, mais il faut garder la possibilité de cette dynamique de se différencier. C'est ce que j'ai dit à la fin là, sur l'art italien. Et donc, bon, c'est quelque chose... dans les mythologiques, à chaque fois, il étudie les différentes variantes. Et le truc, la chose, à mon avis, très importante aussi, c'est qu'il ne fait pas de la science objective en train d'étudier ces mythologies, puisque lui-même considère que son œuvre est une autre variation mythologique, d'une certaine façon. Donc, on a une sorte de réunification de l'objectif, du subjectif. C'est pas du tout une science de surplomb, c'est ça que je voulais dire, parce que c'est vrai que l'anthropologie, elle a eu beaucoup de péchés dans l'histoire du XXe siècle. Elle est liée à la colonisation, en France notamment, pas seulement. Deuxième péché, Vichy. Ce que vous soulignez, j'en profite pour... Alors, juste, je voudrais nuancer ce que vous avez dit, parce que, ok, certains ethnologues ont été instrumentalisés par la politique raciale de Vichy, absolument. Mais il y en a d'autres, il y a quand même le réseau du musée de l'homme. Bon, bah, ils ont quand même les deux. Je crois qu'il s'appelait justement ethnologue et pas anthropologue, c'est ça qui m'intéresse. Mais en fait, en France, l'anthropologie, c'est pas un terme utilisé, elle est utilisée uniquement sur l'anthropologie physique. Voilà. Et ça va être c'est l'anthropologie physique. Et Lévi-Strauss va réintroduire le terme d'anthropologie, qui est un terme à la fois, qui est un terme américain en fait, pour remplacer ethnologie. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est une sorte de coup de force. C'est ce que je dis, un manifeste. Oui, c'est un manifeste. Parce que c'est un manifeste, vous avez raison, et là c'est une sorte de coup de force disciplinaire. Il veut que l'anthropologie devienne la discipline majeure. Ça c'est un peu une sorte de lutte aussi contre la philosophie, qui est une autre ligne du livre Jean et de sa vie, c'est-à-dire anthropologie et philosophie. Mais en fait, voilà, l'anthropologie, c'est l'anthropologie physique en fait. C'était pas, et donc c'est vrai que je crois que le côté aussi, mais vous avez raison, après-guerre, en France, il ne faut pas oublier qu'en France, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas simplement les bons et les méchants, hein, c'est une guerre civile. On a eu une guerre civile en France, comme beaucoup de pays en Europe. Et donc, l'ethnologie, finalement, il y a aussi une guerre civile dans l'ethnologie. Il y a d'un côté le musée de l'homme, les premiers résistants, vraiment. Et puis de l'autre, Montandon et tous ceux qui ont travaillé avec Vichy. Lévi-Strauss sait que le concept que l'anthropologie a été instrumentalisée, notamment par le nazisme, avant par le colonialisme, et cette espèce de scientificité dure qu'il adopte, c'est aussi, je pense, une façon finalement de rédimer
de sauver finalement cette science qui a été une science instrumentalisée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après il y a toutes ces brochures à l'UNESCO sur la notion de race, tout ça. Et pour finir, sur la politique, le politique, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lévi-Strauss avait vraiment honte d'avoir été pacifiste à la fin des années 30, trop vite. Il était socialiste et pacifiste. Et il a toujours dit ensuite, c'est un peu la légende en effet, je me suis tellement trompé. C'était quelqu'un qui était quand même, qui avait des scrupules. Et il a dit, quand on s'est autant trompé, on ne doit plus jamais dire quoi que ce soit. En tout cas, on regarde ça pour soi. Et pas prendre de... Mais, bon, moi, mon idée, c'est que de toute façon, il peut dire ce qu'il veut, mais il fait quand même de la politique. C'est-à-dire que là, on passe en effet de la politique. Je crois que écrire un livre comme Race et Histoire en 1951, c'est politique. Écrire La pensée sauvage, c'est politique. Donc, lui, c'est vrai que dans toute cette affaire, c'est qu'il ne correspond pas, en effet, au modèle de l'intellectuel français qui s'engage, qui dit publiquement un certain nombre de choses. Publiquement, il n'a pas dit grand-chose. C'était une sorte de discrétion. J'en parle à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il pensait rien, mais il estimait qu'il n'avait pas de compétences particulières. Il y a là aussi, je crois, et peut-être je termine là-dessus parce que je retourne quand même, il y a aussi là, je crois, quelque chose de très spécifique à l'histoire des sciences sociales. C'est l'idée que l'arrivée des sciences sociales, disons, au XXe siècle, c'est quand même l'idée que si on fait des enquêtes en sciences sociales, on fait des livres, finalement c'est par cela qu'on contribue au débat public. Les citoyens pourront lire ça, disons, faire leur propre jugement, mais ce n'est pas le savant qui doit juger ce que la société doit choisir. C'est tout le problème, c'est toute l'affaire aussi de ce dont j'ai parlé sur la procréation, les problèmes de parentalité, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas... les sciences sociales, je crois, postulent une société suffisamment démocratique pour s'emparer de ses écrits, mais après, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui font la conclusion. Et donc ça, c'est vrai qu'il s'est tenu à cette ligne ensuite pendant toute sa vie, mais je pense qu'il y a bien une politique sociale. Je vais laisser la parole à la salle, il y a un micro qui s'affiche. Deux micros. Il y a des gens qui peuvent poser des questions.
la question c'est qu'est-ce qu'il aurait pensé j'ai pas compris en fait, Oui. Bah, alors, j'essaie de répondre doucement. Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé, mais c'est vrai qu'il y a une réflexion de Lévi-Strauss sur... Non, mais autour des... disons, des circulations, des migrations, etc., Lévi-Strauss a une position très... Disons, il pense qu'il faut un certain équilibre entre les circulations et en même temps, il faut des échanges et il ne faut pas trop d'échanges. Parce que quand il y a trop d'échanges, il n'y a plus rien à échanger, d'une certaine manière. Et en fait, c'est un peu les deux versants des deux livres, Race et Histoire, Race et Culture, qui doivent se lire ensemble et qui essaient de tenir cet équilibre. Là, je ne réponds pas directement, mais j'essaie de répondre plus largement sur la question à la fois des circulations dans un monde, disons, qui a connu plusieurs épisodes de mondialisation, d'interconnexion de plus en plus dense. Il est certain que lui pense qu'il y a trop de connexions tue l'échange, ça c'est sûr.